Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue ici pour ce colloque d'Accessens. Je suis Olivier Paradis, président de l'association Accessens. Et tout de suite, je vais laisser la parole à monsieur Pierre Pécoul, le maire de Riom, responsable aussi à Riom, Limagne et Volcan, et qui va ici nous faire ce mot d'accueil. Merci Pierre. Merci, merci Monsieur le Président. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la salle, le président, le directeur, Anne-Marie, donc des gens très connus avec qui je travaille depuis fort longtemps. Je remercie notre adjointe à la culture qui nous fait adjointe aux finances, pardon, on parle de culture, mais là c'est l'adjointe aux finances qui est là, qui vous a permis aussi de vous offrir un café ce matin. J'espère que vous êtes bien restauré, que vous allez pouvoir passer une très bonne journée. J'ai vu dans la salle Marianne Barnier qui s'occupe au niveau directrice du patrimoine à Riom, Fabienne Doré qui est la directrice de la culture au sein de RLV. Et donc, comme vous avez pu le constater, vous êtes dans un site magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire le tour des bâtiments, mais je crois que vous allez le faire dans la journée. Aujourd'hui, nous sommes sur un site qui a été restauré. Nous sommes arrivés en 2014. En 2020, nous avons inauguré le site. Donc, en 6 ans, nous avons réalisé à la fois les jardins de la culture, qui regroupent l'ensemble, la médiathèque, l'école d'art plastique et de musique, et les cinémas, dont vous êtes dans une des salles ici. Je profite aussi de la présence de tout le monde pour remercier monsieur le directeur du cinéma, monsieur Frédéric Émile, qui vous a mis gracieusement, je crois, cette salle à votre disposition. La mairie d'Orion a participé, bien sûr, comme dans toutes ces manifestations. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Profitez bien de cette journée. Il va faire beau en plus, donc vous avez tout réussi. Et bravo pour tout ce que vous faites, parce que franchement, on est en admiration devant ce que fait cette association qui vous aide tous à vivre un peu mieux. Voilà, je ne voulais pas être plus long, mais je tenais quand même à être là aujourd'hui et je vous remercie d'avoir choisi Riom pour vos 30 ans d'anniversaire, 31, mais l'année dernière, vu le contexte, vous n'avez pas pu fêter les 30 ans. Donc, bon anniversaire à l'association, bonne journée et puis au plaisir de vous revoir à l'occasion. Mais je ne pourrais pas rester avec vous aujourd'hui parce que j'ai pas mal d'obligations qui m'occupent à la mairie. Bonne journée à tous. Merci. Monsieur le Président, je vais écouter ton discours et puis après... Eh bien, merci donc à Pierre Pécoul. Oui. Olivier Paradis oui, merci. veut rajouter quelque chose en tant que président. Et oui, oui. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Bon, ça a déjà été fait. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis cette journée. La ville d'Orion, bien sûr, et toi, Pierre, qui nous accueille. La communauté d'agglomération Riom, Limagne et Volcan. Le conseil départemental, là j'ai des excuses à donner parce qu'il se fait qu'aujourd'hui, ce matin, le conseil départemental, le conseil régional sont en session et nous avons des gens qui sont excusés, qui malheureusement ne peuvent pas venir. Madame Marianne Marchy, vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge du tourisme et du thermalisme. Madame Martine Bonny, vice-présidente du conseil départemental également du Puy-de-Dôme, chargée du handicap. Et les excuses également de Madame Sandrine Chez, vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je remercie aussi les gens qui nous ont soutenus financièrement, on va dire, le Crédit Agricole Centre-France, Groupama, la Société des Eaux de Volvic, le Lions Club, les Lions Club, celui d'Orion qui est souvent avec nous, et le Lions Club de Clermont-Gergovie. Également, la société Chanteloube qui nous prête ses plantes ici, Monsieur Chanteloube qui a été meilleur ouvrier de France, la société PG10. Et puis, je voulais remercier également l'EFCAM d'Orion, l'école française de cinéma, d'audiovisuel et de musique, qui est présente ici parmi vous, avec tous ces jeunes, ces caméras, tous ces systèmes qui permettent d'avoir un enregistrement et un audiovisuel à distance, théoriquement. Voilà, merci à eux et de leur engagement. L'Urapeda, qui est un de nos partenaires, et je remercie ici sa présidente, sa directrice qui sont ici. Merci Bernadette.
Également, le service animation du patrimoine, on l'a dit, Madame Marianne Barnier, que l'on verra également cet après-midi. Merci d'être là, Marianne. Monsieur Rocuso, directeur de l'École des Arts et de la Musique, où nous irons en groupe cet après-midi ici pour des exercices pratiques. Monsieur Émile, gérant ici du cinéma Arcadia, qu'on a fait lever très tôt. Pour un cinéaste, c'est l'inverse d'habitude. C'est bon, voilà. Donc merci, merci. L'Office de tourisme Terra Volcana, bien évidemment. L'Université de Clermont-Auvergne et son antenne vichistoise du pôle Lardy. Tous nos intervenants et participants aux tables rondes que vous allez découvrir au long de cette matinée. Et bien entendu, toute l'équipe d'Accès Sens, particulièrement Anne-Marie et Isabelle, qui ont été les chevilles ouvrières de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, j'ai un lourd passé d'historien, donc je me sens quand même obligé de vous raconter un petit peu, mais là je vais faire court parce que sinon, voilà, je sens que je vais me faire disputer l'histoire de cette association. Cette association a été créée en 1990. On a fêté nos 30 ans, bon 31 cette année, par la rencontre de 4 personnes qui étaient originaires qui sont toutes d'Aigues-Perse, donc une ville à côté d'ici. Riom est quelque peu dans la banlieue d'Aigues-Perse, mon cher Pierre. Qui travaillait en parallèle sur la problématique du handicap visuel. Madame Chapouton enregistrait des livres. Christiane Audebert, qui est présente ici, personne aveugle, alors directrice au centre de rééducation pour déficients visuels de Clermont, qui était aussi d'Aigues-Perse. Moi-même, aussi aigues-perçois, historien, passionné d'architecture et d'archéologie, professeur spécialisé pour l'enseignement des déficients visuels. Et puis Madame Colette Demey, qui doit être ici aussi, je la salue, qui était à l'époque déléguée régionale au tourisme. Et ces 4 personnes, en se rencontrant, on s'en dit, on travaille en parallèle sur les mêmes sujets. Et Madame Demey nous a convaincus du bien fondé de créer une association et de mettre nos connaissances et nos énergies à remplir un vide. Un vide qui est la médiation, qui était à cette époque la médiation envers le public déficient visuel pour son accès au tourisme et plus largement à la culture. D'abord constituée de bénévoles, l'association s'est professionnalisée dans un premier temps avec des emplois jeunes en 1999, puis avec l'arrivée d'un spécialiste du monde du tourisme, Serge Pichot, toujours en place au sein de l'association. Et assez rapidement, grâce à lui en particulier, on a travaillé avec des réseaux, les Jardins du Massif Central, les plus beaux villages de France, des villes et pays d'art et d'histoire, puis les communautés de communes, puis les départements, des régions. Ainsi, l'association Brailliculture, nous appelions comme ça au départ, va s'imposer dans ce paysage nouveau qu'est l'accès à la culture et au tourisme des personnes en situation de handicap. Mais depuis plusieurs années, nous avons dû répondre à des demandes complémentaires en matière d'adaptation, pour les publics en situation de handicap auditif et de handicap mental notamment. Les personnes à mobilité réduite, elles, entrent dans un champ de compétences largement couvert par des associations spécifiques à ce handicap. Nous avons donc travaillé avec les URAPEDA, notamment l'URAPEDA local, pour les personnes sourdes et malentendantes, avec les ADAPI, des ESAT, ou l'association Trisomie 21 sur Clermont, pour développer, avec ces nouveaux partenaires, de nouveaux outils et aussi des formations et des formations internes, notamment pour ce qu'on appelle la documentation FALC, facile à lire et à comprendre. Cette évolution nous a conduit à changer de nom. Brailliculture est devenue Accès Sens pour répondre à une réalité des besoins peu ou pas couverte. 2021, donc, un nouveau nom, de nouveaux défis. Nouveaux défis, c'est au centre de ces nouveaux défis la médiation inclusive. Ne pas fragmenter les publics, au contraire, faire d'une contrainte une opportunité, se servir des outils de médiation ciblés, mais qui sont en fait utiles au plus grand nombre. Apporter ainsi aux porteurs de projets des solutions plus globales, les plus globales possibles, avec un éventail très large d'outils de médiation, de la simple notice en braille à l'audio-description, en passant par la maquette tactile, les plans en relief, les objets en 3D, la vidéo en langue des signes ou les livrets FALC. Mais aussi apporter de l'humain, car l'humain, c'est, j'allais dire, notre ADN, ici. En passant notamment par la formation, car il serait vraiment prétentieux de penser et illusoire de prétendre que la mise en place, l'existence simple d'outils de médiation est suffisante à l'accueil du public, de tout public de manière générale, et du public en situation de handicap en particulier. Il faudrait, dans ces défis, il y a aussi celui d'apporter de l'intelligence, j'allais dire, utilitaire, c'est-à-dire de faire que ces outils et ces formations servent au plus grand nombre et ne restent pas dans des placards. On a eu malheureusement quelques exemples. Ainsi, les maquettes, les plans, les livrets, les descriptions sont utilisables par un large public,
public ordinaire ou en situation de handicap, personnes âgées comme pour les enfants. S'appuyer aussi sur l'existant. Exemple, ne pas réaliser un dessin en relief sur une plaque plastique qui coûte très cher pour représenter un pneu, alors qu'on a des pneus en réalité à toucher. Voilà, c'est un exemple local que vous devez comprendre. Mais il y a ce que j'appelle les marchands du temple, n'est-ce pas, qui sont prêts à vendre du plastique et qui ne sert pas toujours, qui n'est pas toujours utile. Bon, je ferme la parenthèse. Cette réussite d'Accessence est d'abord due à une équipe dynamique et inventive, les salariés, bien entendu, au premier chef, et les adhérents qui participent à l'élaboration de nos produits et de nos services. Ces produits et ces services sont mis au point avec les publics concernés, c'est quelque chose d'important, d'où une assez longue période d'élaboration, bien sûr, mais avec la recherche de qualité et de pertinence. Et puis, Brailleculture, ce sont aussi des partenariats fiables et constants. Vous en êtes quelques-uns ici en exemple. Mais après 30 années d'exercice, nous avons ressenti la nécessité de réfléchir aux différentes problématiques que pose la visite inclusive. Et pour cela, ouvrir le débat avec un large auditoire concerné par le sujet, d'où votre présence ici aujourd'hui et le programme chargé qui nous attend au contact de la culture et du handicap au travers ces 3 tables rondes de ce matin et des ateliers de cet après-midi. Merci à vous tous, très bonne journée, très bon colloque. Bien, merci Olivier Paradis, merci Pierre Pécoul, maire de Rion, et puis Evelyne Vaugien aussi, 4e adjointe aux finances de Rion. Merci à tous les 3 pour ce mot d'introduction, et on va attaquer directement la première table ronde. Alors quelques mots, quelques informations quand même pour démarrer cette journée qui s'annonce bien riche, bien remplie. Merci à vous tous d'être là dans cette salle. Merci aussi à ceux qui nous regardent grâce à Internet et qui vont pouvoir interagir avec nous dans les débats en posant des questions. Alors si le chat ne fonctionne pas, vous pourrez, internautes, nous adresser vos questions par mail à contact@accessence.com. Voilà qui est dit. Concernant les masques, soyez à l'aise, vous pouvez les poser si vous le souhaitez tant que vous assistez aux tables rondes, et puis dans les déplacements, remettre le masque de préférence. Voilà, et puis je tenais à saluer pour commencer, voilà ma la personne qui fait des gestes juste à côté de moi et qui traduit tout ce que je dis en langue des signes. Il s'agit de Lise Rambourdin et Christelle Livet qui vont assurer la traduction des échanges toute la journée en LSF. Merci à elles, je crois qu'on peut les applaudir déjà. Alors on va attaquer donc cette première table ronde consacrée à la médiation culturelle et vers la médiation inclusive. Les tables rondes vont se dérouler de la façon suivante, c'est-à-dire que dans un premier temps, des intervenants vont faire un exposé minuté d'une dizaine de minutes en général. Le second temps, des témoins apportent leur expérience, leur témoignage. On discute un peu à bâton rompu et puis vous pourrez également poser vos questions. On attaque avec les 2 premiers intervenants. Alors, il s'agit de Sandrine Ramry, qui est chargée de mission en médiation culturelle à Accessence. Son visage doit vous être familier, certainement. On va attaquer avec une bonne introduction sur le domaine du handicap. Et puis suivra Arnaud Pocris, le directeur culturel et médiation des publics au musée archéologique de la bataille de Gergovie. Bonjour à tous. Donc, quand on évoque les personnes en situation de handicap, la première image qui nous vient en tête est souvent une personne en fauteuil. Et on imagine rapidement quels sont les freins en termes d'accessibilité, les escaliers, les éléments en hauteur. Mais le handicap n'est pas unique. Au contraire, les situations sont multiples. Un parent en poussette se rend compte rapidement de l'étroitesse des trottoirs ou d'une difficulté supplémentaire quand les voitures sont à cheval sur ces mêmes trottoirs. Alors, quand on souhaite améliorer l'accessibilité d'un lieu ouvert au public, on pense à compenser ces escaliers quand même. Et puis, quand on a une vision un peu plus large, on se dit « allez, je vais mettre une bande de guidage au sol », même si souvent on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et souvent, on s'arrête à cet aspect, l'accès physique au lieu.
Mais quand on est en situation de handicap visuel, auditif ou mental, les freins de l'accessibilité ne se limitent pas à ces aspects. Quelques exemples. Prenons une personne déficiente visuelle qui suit une visite guidée. Le guide fait son discours, parle de l'histoire d'un tableau par exemple, de son auteur, du style, des couleurs employées. Mais s'il s'arrête à ça, la personne déficiente visuelle risque de rester sur sa faim, parce qu'en fait, elle n'a aucun élément qui lui permet de se faire une image mentale, de se représenter ce tableau ou cette sculpture ou tout élément du patrimoine dont on est en train de parler. Dans le même cas de figure, une visite guidée, une personne sourde aura du mal à suivre le guide si, en tournant la tête, ce même guide l'empêche de lire sur les lèvres. D'autant qu'on sait que seulement 30% du message est bien compris quand on fait la lecture labiale, et quand cette lecture labiale est faite dans de bonnes conditions. Du coup, comment s'assurer d'avoir l'entièreté du message et d'être sûr de l'avoir bien compris? Concernant la déficience visuelle, souvent on met en place des ateliers pour des groupes constitués parce que on reçoit beaucoup d'IME, d'IMPRO, des instituts qui viennent voir les sites touristiques. Donc on fait des choses pour ces groupes, mais quand on a de l'individuel, des personnes qui viennent en famille par exemple, on se retrouve un peu démunis. Alors on fait avec des livrets pour les familles, des livrets pour les enfants. Et dans ce genre de cas, souvent les accompagnateurs, les parents, les amis qui viennent avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, se retrouvent à être médiateurs, à devoir expliquer les choses. Or, ce n'est pas leur métier. Face à ces problématiques, quelles sont les solutions? L'une d'entre elles, pour compenser la déficience visuelle, concerne les outils tactiles. Maquettes, moulages, facsimilés, des objets en 3D qui sont un outil formidable pour la création d'images mentales, mais encore faut-il les penser correctement. Une maquette en carton-plume est rarement suffisant pour qu'on ait toute l'intégralité du message. Si on n'a pas de relief, si on n'a pas de couleurs différentes, il va nous manquer quelque chose. Je vous montre quelques maquettes qui ont justement été pensées à la fois en relief et en couleur. Ici, l'église de Glennes, qui est du côté de Billon, donc dans le Puy-de-Dôme, où vous avez une texture pour les éléments qui représentent des pierres taillées, une autre pour du moellon et une autre pour les toitures. Et puis cette maquette s'ouvre pour avoir les peintures à l'intérieur de l'église. Ici, une maquette de Rigvir, c'est une grande maquette qui montre le centre historique de Rigvir, où on a travaillé cette maquette pour aider les personnes déficientes visuelles à se représenter le parcours qu'elles vont faire dans le centre historique. Et donc, on a mis en exergue les points d'arrêt avec à la fois des couleurs et des textures, des chiffres en braille, des chiffres en grands caractères, pour que les personnes puissent se repérer avant de faire le parcours. Les dessins en relief sont aussi un outil intéressant quand ils sont pensés avec ces mêmes critères, couleur et relief. Donc il faut bien penser à la fois aux personnes non-voyantes et aux personnes malvoyantes. Si vous ne faites que du braille, si vous ne faites que du relief, vous avez toute une partie de la population déficiente visuelle qui sera mise de côté. Et puis, il faut penser à un travail graphique. Certains pensent qu'il suffit de prendre une image, de la travailler en niveau de gris, et puis de, hop, comme par magie, passer tout ça en relief. C'est totalement faux. Il faut retravailler le graphisme pour qu'il corresponde aux capacités de discrimination du toucher. Et en plus, il faut avoir en tête qu'une personne qui est non-voyante de naissance a une sensibilité tactile, une finesse tactile différente d'une personne qui est non-voyante récemment. Tout ça se travaille. Et donc, plus vous facilitez ce toucher, mieux ce sera pour toutes les personnes déficientes visuelles. Il existe beaucoup de méthodes pour faire du dessin en relief. En voici quelques exemples, ici sur des oiseaux,
où vous voyez donc tous les éléments en noir sur cette photo qui sont en relief, plus des éléments graphiques qui correspondent aux couleurs orange sur ce martin pêcheur et bleu également. Une autre photo où vous avez à la fois de la couleur et du relief, des petits points par exemple, des hachures, ici pour le musée du Louvre. Beaucoup de sujets sont traitables en dessin en relief. Il y a une chose quand même à avoir en tête, c'est éviter la perspective, qui est un élément assez difficile à percevoir quand on est non-voyant, voilà, pour des raisons simples de représentation mentale. Et il y a une chose aussi à avoir en tête, c'est qu'un dessin en relief et en couleur contrastée, aussi bien fait qu'il soit, ne se suffit pas à lui-même. Il doit absolument être accompagné d'un discours approprié. Il faut même privilégier ce discours au dessin. On a très souvent des demandes chez Accessence de « Ah, je veux un dessin en relief, pas de souci, mais à quoi il va servir? Comment la personne va l'exploiter ?» Si la personne est seule face à ce dessin, c'est pas parce qu'elle est non-voyante que, comme par magie, elle va tout comprendre sur ce dessin. Donc il faut d'abord avoir une description sensorielle. Donc la personne doit avoir un commentaire qui lui permet de construire une image mentale du sujet. Cette description sensorielle, vous en aurez un exemple cet après-midi pour ceux qui suivront les ateliers, c'est donc un subtil mélange entre des descriptifs, des éléments descriptifs amenés dans un ordre précis avec des mots choisis et la mise en avant des sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, la kinesthésie ou la proprioception. Il faut donc optimiser le potentiel sensoriel du sujet, de votre sujet, réfléchir à ça d'abord et après aux outils tactiles que vous pouvez mettre en place. Pour les personnes déficientes auditives, il s'agit de trouver un moyen de communiquer. Pour les personnes malentendantes ou devenues sourdes, l'écrit est souvent l'outil privilégié et à bon escient. Pour les personnes sourdes de naissance, ce n'est pas forcément la solution la plus efficace, car elles rencontrent souvent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, notamment parce qu'elles n'ont aucune connaissance antérieure de la langue qu'ils apprennent à lire. Ils doivent l'apprendre par la seule lecture, souvent sans résonance auditive ni référence langagière. Donc la personne sourde va lire sur les lèvres, certes, mais la lecture labiale a ses limites, notamment parce que certains sons n'ont pas d'image, les sons faits avec la gorge notamment. Et certains sons ont la même image. Le M, le P, le B, tout ça se ressemble quand on les prononce. Et on se retrouve parfois avec un dialogue de sourds. Et qu'est-ce qu'elle devient ta sœur? Ma sœur, elle est devenue veuve de guerre. Comment ça, laveuse de verre? Dans un bistrot? Non, pas le métro, en pleine campagne à Waterloo. Voilà, difficile de s'entendre. Et donc, si un enfant sourd ne fait que de la lecture labiale, lorsqu'il apprendra l'image qu'il aura du français, de sa grammaire, de sa structure de phrase sera incomplète. Il y a des solutions pour aider à l'apprentissage du français, c'est la langue parlée complétée, ou LPC. Donc c'est un outil très intéressant qui permet de rendre les sons visibles et de distinguer les images similaires. Donc il y a 8 clés pour coder les consonnes et 5 positions de main pour coder les voyelles. C'est un code développé pour les enfants sourds aujourd'hui, mais il peut s'apprendre par tous, enfants, adultes, entendants ou sourds, évidemment. On pourra en reparler, évidemment, dans les débats. Autre solution, la langue des signes. Donc, vous en avez un exemple ici en direct. C'est en fait la langue maternelle de certains sourds. D'accord ? Donc, on fait des supports en anglais, en espagnol, donc pour les personnes de langue étrangère. Faisons... Oh, pardon. Attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Faisons des supports en LSF pour parler dans la langue maternelle du public que l'on reçoit. Concernant la déficience intellectuelle,
je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus. On met dans ce logo tout un tas de situations différentes. Retard mental, personne autiste, personne avec un handicap cognitif, trouble 10, dyslexie, dyspraxie, trouble de l'attention. Donc c'est un vaste sujet, mais quelle que soit la personne face à nous, on est souvent démunis pour communiquer et pour être sûr de la compréhension du message. Eh bien, il existe un outil qui va aider dans ce processus, le facile à lire et à comprendre. C'est une méthode établie par un groupement de plusieurs structures spécialisées, une méthode régie par une 50aine de règles d'écriture, notamment une seule idée par phrase, le non-emploi des pronoms il, eux ou elle, et des pictogrammes, des photos, pour illustrer les idées. Je vous ferai une démonstration aussi cet après-midi. Donc le facile à lire et à comprendre, le FALC, peut être utilisé par les personnes en situation de handicap elles-mêmes, si elles en ont la capacité. Donc elles deviennent actrices de leur visite, acteurs de leur visite. Mais il peut être aussi utilisé par les accompagnateurs, quand les personnes en situation de handicap n'ont pas la capacité de lire les documents. Mais la situation, elle est celle-ci. Souvent, on est accompagnateur, donc en famille, entre amis. La famille, les amis découvrent souvent le site comme la personne en situation de handicap mental. Donc, elle découvre un site et elle va pouvoir utiliser le facile à lire et à comprendre comme intermédiaire pour donner les clés de compréhension d'un site qu'ils découvrent ensemble. On peut traiter beaucoup de sujets avec le facile à lire et à comprendre. Il ne faut pas prendre ça comme une vulgarisation vraiment, voilà, ou un résumé. On peut traduire, on peut expliquer beaucoup de notions. Ici, le volcanisme. Ici, sur les comportements animaux. C'est un facile à lire et à comprendre qu'on a fait pour le parc aux loups à Guéret. Et ici, par exemple, la dynamique fluviale. Hein, comment on explique ce qu'est une boire ici, un bras mort, quand on a quand on explique la faune et la flore et la dynamique fluviale sur la Loire, par exemple. Pardon. Pour mettre en place ces outils, description, support tactile, langue des signes, facile à lire et à comprendre, il faut penser aux circonstances d'usage. Est-ce que le visiteur vient en visite guidée ou en visite libre? Il faut distinguer le fond et la forme de chacun de ces outils. Si la visite est libre, on peut mettre en place des audiodescriptions à travers des audioguides qui contiennent un texte audiodescriptif, comme on charge sur un audioguide la version en anglais, en espagnol. On peut mettre en place des éléments tactiles en libre service, mais encore faut-il les penser intégrés dans la scénographie. C'est quand même plus sympa. Et puis le FALC peut prendre la forme d'un livret de visite, mais peut aussi s'appliquer sous la forme de vidéo à travers une application. Pour une visite guidée, les guides, animateurs, médiateurs doivent apprendre à adapter leur discours. Donc la formation est indispensable pour savoir décrire une œuvre, quel que soit son thème, pour savoir vulgariser sans infantiliser. Et il faut aussi savoir utiliser ces outils, parce qu'on peut avoir des facsimilés, des maquettes, mais si on ne sait pas comment s'en servir avec le public en situation de handicap, en tout cas, on est souvent mal à l'aise. Donc, on a des doutes, on ne sait pas trop comment ça va se passer, et on fait ça un petit peu au feeling. Mais en fait, tout ça peut s'apprendre. Et je dirais, s'il y a une chose à mettre en place en termes d'accessibilité, c'est avant tout de la formation. Que ce soit à l'accueil ou donc à l'accueil simple des structures, n'importe quelle structure qui accueille du public. Et en termes de médiation, il faut absolument que le personnel soit formé avant de penser aux outils, avant de penser à mettre en place des éléments de médiation adaptés. Merci de votre attention. Voilà une bonne introduction pour cette première table ronde. Merci Sandrine Ramery, qu'on va retrouver tout au long de la journée forcément, et puis dans les autres tables rondes aussi. Maintenant, c'est Arnaud Pocris qui va s'installer pour une dizaine de minutes pour nous exposer l'expérience dans votre musée, le musée archéologique de la bataille de Gergovie.
Oui, tout à fait. Donc d'abord, merci à tous et merci à Accessence pour l'invitation. Voilà, c'est tout frais chez nous, en fait, hein, le travail avec Accessence. Donc, et tout frais aussi l'ouverture du musée, tout simplement. Donc je vais commencer par un petit historique, en fait, sur justement la création de ce musée. Oui, c'est vrai. C'est peut-être mieux. Vous êtes grand, Arnaud Pocris. Je vais me mettre comme ça. C'est bon. On m'entend. OK. Merci, Sandrine. Voilà, donc en fait, le musée archéologique de la bataille de Gergovie a ouvert ses portes en octobre 2019 sur le plateau de Gergovie. Donc c'est un musée qui a la particularité, depuis son ouverture, d'avoir été plus fermé couvert, pour des raisons que vous connaissez. Et ce musée, en fait, il a malgré tout fonctionné, et on a un certain recul, en fait, aujourd'hui par rapport à la perception du public, en fait, dans les espaces muséographiques. Et c'est un musée qui prend la suite d'un premier petit musée qui s'appelait la Maison de Gergovie, qui a ouvert en 1992 pour donc présenter, en fait, ce que l'on savait à l'époque sur le plateau de Gergovie. Puis évidemment, les données archéologiques se sont amplifiées à la fois sur Gergovie, sur d'autres sites tout autour du plateau. Oui, c'est vrai. Merci. Et donc, au final, donc le projet du musée archéologique de la bataille, qui s'est concrétisé en 2019, finalement, a permis d'avoir une surface beaucoup plus importante. Donc, on a quadruplé la surface de la maison de Gergovie, et surtout, on a élargi en fait les contenus à d'autres sujets que simplement le seul site de Gergovie. On a pu aussi bénéficier de nouveaux espaces, hein, des espaces administratifs qui étaient quasiment inexistants dans la maison de Gergovie, aujourd'hui, qui nous permettent d'accueillir une équipe de 9 personnes en permanence. Et puis aussi des espaces qui nous permettent d'envisager des animations pédagogiques pour des publics, pour diverses sortes de publics. Donc la maîtrise d'ouvrage, en fait, de ce bâtiment, puisqu'on est sur un site qui appartient entièrement à l'État quasiment, la maîtrise d'ouvrage, malgré tout, elle a été dévolue à la Mont-d'Arverne Communauté, donc la communauté de communes, avec évidemment le soutien de l'État, bien sûr, le soutien de la région, de l'Europe et du département. Alors, donc, on va s'attarder maintenant un peu plus à la muséographie, en fait. Donc la philosophie de la muséographie, déjà, donc le parcours de visite a été monté par une équipe projet assez complète, qui comprenait donc une muséographe, Sophie Costamagna, un scénographe, Richard Baudemont, un commissaire scientifique, Yann Deberge, qui est archéologue à l'INRAP, et Marion Chastain, présente ici, et moi-même, qui donc représentions en fait le volet médiation et le volet équipe locale, on va dire, de ce projet. Donc évidemment, pour les 3 dernières personnes dont je viens de parler, c'est-à-dire Marion, Yann et moi-même, ce projet de musée était une première expérience, qui évidemment n'était pas le cas de notre muséographe et notre scénographe. Et notre muséographe, Sophie Costamagna, qui est quelqu'un qui a énormément d'expérience, elle est particulièrement sensibilisée, elle, à justement l'adaptation des parcours de visite, et l'adaptation, et surtout à cette médiation inclusive, en fait, cette mixité des publics, en partant du principe que finalement, lorsqu'on adapte certains outils de médiation, eh bien, ça bénéficie finalement à tous les publics. Elle a d'ailleurs collaboré à la rédaction d'un guide qui est édité par le ministère de la Culture et qui s'appelle « Exposition et parcours de visite accessibles ». Donc elles sont credo, on va dire, en quelque sorte, c'est vraiment de réfléchir à une accessibilité universelle des lieux de visite. Donc ça, c'est important, et c'est ce qui finalement va présider à toute la réflexion qu'on a menée sur la création de ce parcours muséographique. Alors avec, évidemment, des tensions qui naissent avec notamment les architectes, avec le scénographe, puisque, évidemment, ça demande parfois à revoir un certain nombre d'écritures scénographiques, de design de mobilier. Voilà, je ne vous raconterai pas les orages qu'on a essuyés sur le plateau de Gergovie à ces occasions-là. Au moment du repas, peut-être. Oui, voilà, on en parlera à ce moment-là, effectivement. Mais toujours est-il que finalement, le résultat est là. On a réussi, alors il y a toujours évidemment des compromis, mais on a réussi quand même à mettre en place un parcours qui est, on le pense aujourd'hui, satisfaisant à plus d'un titre.
Alors juste pour présenter un peu le parcours de visite, voilà, je sais pas si c'est bon. Donc on a un concept de base qui est de parler de la bataille de Gergovie, bien entendu, mais cette bataille qui est présentée au cœur du paysage. Donc le concept, c'est une bataille au cœur du paysage. L'événement historique, ce qui fait la notoriété du site de Gergovie, finalement, c'est ce qui est notre tête de gondole, on va dire, pour parler un peu commercialement, mais en tout cas qui est ce qui fait la notoriété du site et ce qui fait que les gens visitent le musée, mais c'est vraiment un prétexte à aborder tout un tas d'autres sujets. Donc sur la bataille, déjà, qui évidemment correspond à une grande partie de la muséographie, on présente une critique en fait des sources historiques dont on dispose. On a un peu tendance systématiquement à imaginer que César a noté tout ce qu'il faisait au jour le jour pendant ses campagnes militaires. Eh bien, ça n'est pas vrai. En fait, il a écrit a posteriori et forcément avec un peu d'imprécision, sans compter qu'évidemment ce texte a été recopié, traduit, etc. Donc, il n'est pas forcément très fiable. Donc voilà, premier élément d'introduction justement à cette bataille de Gergovie, donc cette critique un peu des sources historiques. Une présentation du coup aussi des deux personnages, donc César et Vercingétorix, à travers la vision d'archéologues et d'historiens qui nous font l'état des lieux de nos connaissances actuelles sur ces deux chefs de guerre. L'historiographie aussi, ce qui a permis en fait de retrouver le champ de bataille finalement, qui s'est perdu évidemment dans la mémoire des temps entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 16e siècle, puis les premières fouilles archéologiques, etc. Un spectacle audiovisuel assez spectaculaire qui retrace le déroulement de la bataille. Alors là, en prenant comme scénariste essentiellement Jules César. Malheureusement, on n'a pas d'autres sources. Et puis donc surtout un lien entre ce texte, cette présentation audiovisuelle et les découvertes archéologiques que l'on fait aujourd'hui sur ce champ de bataille, que ce soit sur les camps romains, sur le site de Gergovie, et qui nous permettent à la fois justement de modérer peut-être certaines informations données par César ou de les compléter le cas échéant. Autre entrée dans la scénographie, c'est la formation des paysages, donc qui est aussi un élément quand même très fort lorsqu'on arrive sur le site de Gergovie et qu'on explicite en fait, c'est-à-dire le plateau dans son environnement, c'est-à-dire cette proximité avec la faille de Limagne, ce volcanisme très ancien aussi qui est expliqué avec un processus d'inversion de relief pour les spécialistes, mais qui est intéressant aussi pour quantité de personnes qui s'intéressent à la géologie. Et puis donc cette ouverture, puisqu'on a aussi physiquement dans le bâtiment en fait une grande baie vitrée qui ouvre sur le paysage, et on se sert du paysage en fait pour expliquer ce qu'était l'occupation du territoire à l'époque des Arvernes, donc entre le 3e siècle en gros et avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, tout au long du parcours, en fait, chacun de ces thèmes va être abordé avec une quantité de supports. C'est un peu ce qui a été compliqué à intégrer psychologiquement dans notre démarche et dans notre travail avec la muséographe, justement. C'est que parfois, un message peut être reconduit sur différents types de supports, décrit de manière simple, en quelques mots, puis de manière un peu plus approfondie, voire très approfondie. Et ça, c'est un principe aussi qui peut se décliner finalement pour tous les publics, c'est que finalement, on va s'adresser à la fois à des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui vont chercher de l'information de premier niveau, on va dire, et on va s'adresser aussi à des personnes qui sont très érudites et qu'on doit aussi satisfaire d'une certaine manière. Pour pouvoir satisfaire tous ces publics, du coup, on démultiplie justement le nombre de supports de médiation. Donc, à la fois les graphismes, qui sont très présents dans le musée et qui sont systématiquement traités en couleurs contrastées. C'est noir sur blanc, blanc sur noir, blanc sur rouge très foncé. Enfin, il y a vraiment une lisibilité, un soin particulier apporté à la lisibilité. Les audiovisuels, donc, qui sont aussi très présents, qui nous permettent, notamment par l'intermédiaire de tablettes numériques, d'apporter ce contenu très approfondi sur une surface de musée qui est somme toute assez réduite, 600 mètres carrés. Des maquettes, à la fois des maquettes tactiles, donc accessibles à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux personnes malvoyantes, ou personnes voyantes d'ailleurs. Des maquettes sous cloche qui sont un petit peu plus détaillées, qui apportent là aussi un autre niveau d'information.
Des objets archéologiques, dont certains, pour les moins fragiles, peuvent être touchés aussi, ce qui n'a pas été sans mal sur les premiers mois d'exploitation du musée, mais on a trouvé maintenant le moyen de stabiliser tout ça. Des objets, évidemment, l'essentiel des objets archéologiques les plus fragiles, évidemment, sont en vitrine. Et puis, donc, des reconstitutions, notamment des reconstitutions d'armements des guerriers gaulois et des soldats romains. Alors l'espace temporaire, donc l'exposition temporaire qui se situe vraiment dans le prolongement de l'exposition permanente, c'est ce qui nous permet aussi vraiment de chaque année d'amener un contenu supplémentaire à cette visite-là. Évidemment, tout ça a été très perturbé par la crise sanitaire, mais notre première exposition est consacrée aux représentations de Vercingétorix à travers l'histoire. C'est quelque chose qui est abordé de manière légère, je dirais, dans l'exposition permanente et que là, on a développé et qu'on a complété. Et j'en reparlerai tout à l'heure puisqu'on a fait des essais de description justement sur cette partie exposition temporaire. Alors, hop. Alors, dans notre programme muséographique, dès le départ, on avait la volonté, en tout cas c'était les élus et l'équipe avaient la volonté de viser la labellisation tourisme handicap. Donc évidemment architecturalement et dans le parcours scénographique, tout ça s'est traduit par une accessibilité, en tout cas pour les personnes à mobilité réduite. Le bâtiment est récent, donc évidemment il répond à toutes ces règles d'accessibilité. Évidemment la labellisation tourisme handicap, c'est au-delà de ça bien sûr. Mais notre muséographe justement a insisté pour qu'on ne traite pas systématiquement une visite, en plus de la visite permanente, des parcours spécifiques pour les différents types de handicap. Puisque, encore une fois, le bâtiment est relativement réduit en surface, donc 600 mètres carrés. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer, avec le maximum de diversité d'outils de médiation, donc cette visite permanente, et ensuite de venir y apporter des compléments par l'intermédiaire d'outils adaptés. Et donc, au début de l'année 2019, alors qu'on était vraiment dans la finalisation du projet muséographique, donc à l'époque, Braille et Culture, donc Serge est venu nous rencontrer avec Sandrine pour nous présenter le projet Massif Central pour tous. Et donc là, il y avait un planning qui se faisait bien avec le nôtre, puisqu'on a pu justement bénéficier de ce programme et projeter, en fait, finalement, ce que serait peut-être l'appropriation de différents publics dans le musée, bien que ce soit très difficile. Finalement, on ne sait pas si notre muséographe avait une idée très claire de ou notre scénographe avait une idée très claire de ce qu'allait donner l'expérience visiteur dans le musée, mais en tout cas pour nous, c'était quand même très difficile d'imaginer la circulation du public dans le musée. Toujours est-il que du coup, cette démarche qui a été engagée dès avant l'ouverture du musée nous a permis, dès l'ouverture, finalement, de travailler justement sur un certain nombre d'outils dont d'ailleurs Sandrine vient de parler. Et on a commencé ce travail finalement dès janvier 2020, donc 2 mois avant le premier confinement. Donc au musée, la coordination de ce programme, c'est Marion donc, qui l'a assuré, avec le soutien d'Audrey qui se trouve dans la salle, donc qui fait partie de l'équipe d'accueil et qui travaillait d'ailleurs à Braille et Culture et qui du coup est très sensibilisée à ce sujet-là. Et puis donc avec Sandrine et Cédric aussi qui ont participé pour Accessence. Il va vous rester 2 minutes. Alors 2 minutes, je vais très vite, j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a eu les premières livraisons relativement rapidement, enfin en tout cas pour les livrets faciles à comprendre, pour les dessins en relief et en couleurs contrastées. Le volet formation aussi très important, et ça aussi ça fait partie finalement de la médiation inclusive, puisque finalement former pas simplement les publics qui sont, les membres de l'équipe qui sont en contact direct avec le public, c'est très important, enfin en tout cas ça nous semble essentiel.
En août dernier, nous avons eu la livraison des visites en audiodescription et là aussi, ça nous a ouvert un champ de possibilités beaucoup plus important pour justement décliner cet outil qui a priori est plutôt destiné au public malvoyant, mais qui en fait peut aussi bien servir à de l'audio-guidage pour des personnes voyantes et qui peut aussi être traduit pour des personnes étrangères. Voilà, je saute un certain nombre de choses. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse partager au maximum les expériences de visite. En fait, tout ce travail qui a été mené donc, depuis 2019, qui a été mené aussi dès avant avec notre muséographe, montre qu'effectivement, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est cette inclusivité, cette mixité des publics, et de ne pas systématiquement dissocier finalement le travail qu'on va mener pour tel ou tel type de public. Effectivement, les dessins en couleurs contrastées vont nous servir pour les scolaires. L'audio-guidage peut réutiliser l'audio-description qui a été faite pour les personnes malvoyantes. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et juste un dernier mot sur une expérience toute récente, en fait, qui date des Journées du patrimoine, où là, nous avons proposé à des voyants de se bander les yeux et de participer à des visites guidées, mais avec un soin particulier apporté à la description, et vraiment pour sensibiliser à ce type à la fois au handicap, mais aussi au type de support de médiation, d'outils de médiation qu'on pouvait mettre en place pour répondre à ces types de handicap. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que finalement, sur cette visite, il y a eu un échange très intéressant et très riche avec des personnes de l'association, donc d'Accès Sens, malvoyantes ou non-voyantes. Et voilà, finalement, on a passé peut-être 2 fois plus de temps sur cette partie échange que prévu, et c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant, et ça nous incite aussi à développer d'autres visites de ce type. Là, on avait appelé ça visite guidée sans se cacher, et je pense qu'on essaiera à l'avenir de reproduire ce genre d'événement. Voilà, je vais arrêter là, et je vous remercie. Merci. Mais c'est pas facile. Merci beaucoup Arnaud Pocris. En tout cas, ça nous donne envie d'aller dans ce musée de la bataille de Gergovie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez-y, maintenant que c'est ouvert, il ne faut pas s'en priver. Je vais vous présenter les différents témoins qui vont maintenant s'exprimer. Alors, on va avoir Mélanie Mercier, qui est à mes côtés, animatrice sociale en FALC, à l'ADPI 45 du Loiret, donc une association qui vient en aide aux personnes handicapées mentales et à leurs familles dans à peu près tous les domaines de la vie. À vos côtés, Nathalie Minck, qui est chef des services à l'URAPEDA, qui travaille pour l'insertion et pour l'autonomie des personnes sourdes et malentendantes. Au milieu, Thomas Floreau, le directeur de Bonjour World, un centre de langue à Clermont-Ferrand où se pratique la LSF. Et puis Marion Chastain, qui est médiatrice culturelle au sein du même musée qu'Arnaud Pocris, ce musée de la bataille de Gergovie. Et vous êtes plus particulièrement chargée du service éducatif des publics en situation de handicap et référente médiation pour les guides. Voilà, donc on va discuter, je ne sais pas si ça vient de mon micro ou... Alors il va peut-être falloir baisser quelque chose ou tourner une enceinte ou je ne sais pas. On va voir. On va discuter un bon quart d'heure, voire 20 minutes ensemble. Et puis ensuite, vous pourrez... c'est l'avantage d'être sourd peut-être. Vous pourrez poser vos questions, lever la main, apporter vos témoignages à ce qui sera dit sur cette table ronde. Alors, je vais peut-être m'adresser à ma voisine, comme ça je vais pouvoir lui prêter mon micro. Mélanie Mercier, donc, de l'ADPI 45. On peut peut-être revenir sur ce que sont les FALC. C'est facile à lire et à comprendre. Depuis combien de temps ils existent et comment on pourrait ça a l'air plus complexe qu'il n'y paraît. Sandrine Ramry disait on peut finalement donner des informations très précises dans tous les domaines. C'est pas simplement un résumé. Comment on définit alors un FALC? Voilà, ça va être ma question. Alors, bonjour. Donc FALC, facile à lire et à comprendre. Donc il a été créé justement pour qu'il y ait un outil
pour les personnes en situation de handicap mental pour donner en fait accès à l'information à ces personnes. Suite à des lois qui ont permis l'accès aux droits à ces personnes en situation de handicap, mais bon, l'accès aussi passe par l'accès à l'information, pas que par le droit en fait. Après, une fois qu'ils ont les droits, faut les aider à les rendre autonomes dans leur démarche et donc dans l'information sur ces démarches. Donc le FALC a été créé, c'est une demande européenne en fait, par 2 associations, donc l'UNAPI, association qui donc accompagne les personnes en situation de handicap, et puis nous aussi, une association de personnes en situation de handicap, ce qu'ils disent en fait, cette association, c'est jamais faire pour nous sans nous. Donc le FALC, en fait, la grande priorité dans le FALC, c'est de jamais faire sans eux. Donc on traduit des documents avec eux, avec un grand nombre en effet de règles à respecter pour, dans l'ordre de l'information, pour que l'information soit facile dans l'ordre de compréhension, et avec des phrases simples, avec des pictogrammes, avec une façon d'écrire aussi spéciale. Il faut que ça soit aussi assez gros, au niveau des contrastes aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de règles à respecter. Donc, faut être formé pour pouvoir le pratiquer. Et donc, c'est des formations en fait qui incluent les personnes qu'on accompagne pour qu'elles puissent être actrices en fait de cette méthode. Alors, le FALC, il s'adresse à un public qui est très très large. Ça va de à une personne dyslexique, à quelqu'un de déficient mental. Enfin, c'est très vaste. Alors, au départ, il a été créé spécialement pour les personnes en situation de handicap mental. Aujourd'hui, il sert donc à beaucoup de types de handicap, mais pas que. Donc, il est utilisé aussi de plus en plus pour des personnes âgées aussi, pour des personnes, parfois pour même des enfants. En fait, on se rend compte que le FALC est facilitant pour tous, parce qu'une information difficile va être beaucoup plus simple d'un seul coup. Donc, c'est un travail très important qu'Accessence fait vraiment à merveille. Vraiment, c'est vraiment super. Vos supports, c'est un régal pour nous de les relire, parce que nous, donc, on est un atelier de relecture, on relit les documents qu'Accessence produit, parce que comme je vous ai dit, on ne fait pas sans les personnes en situation de handicap, et donc nous, on relit ces documents pour vérifier s'ils sont bien compréhensibles, et donc, mais c'est vrai que ça peut servir à beaucoup de personnes. Il y en a qui vont préférer prendre un support FALC qu'un support lambda, parce que tout de suite l'information va être claire, et puis il y a un ordre aussi dans la compréhension qui fait que c'est très logique, et puis c'est ludique parce qu'il y a ces pictos, ces photos qui apportent en plus de la compréhension. Donc, Est-ce qu'au musée de Gergovie, alors on va voir si on peut avoir un deuxième micro, peut-être en mettant le son, en baissant les enceintes, ou sinon ça va pas être simple de... Moi je veux bien prêter le mien, c'est pas ça, mais on va voir si au musée de Gergovie vous faites appel au FALC, est-ce qu'il est utilisé, et est-ce que le public, la dame en bleu, voilà, est-ce que le public valide entre guillemets, s'en empare aussi? Alors, bonjour à tous. Alors, la difficulté pour nous, pour vous répondre, c'est que le FALC, on l'a mis face au public, enfin, on l'a donné au public à partir du début de cet été. Donc, on a assez peu de retours d'expérience pour l'instant. Néanmoins, nos collègues de l'accueil ont fait un très bon travail pour l'amener, le présenter aux différents visiteurs, qu'ils soient en situation de handicap cognitif ou également aux familles. Audrey m'expliquait que il arrive que quand nos collègues de l'accueil ont le temps, elles présentent cet outil-là qui est signalé
dès l'entrée. Et la plupart des familles à qui cet outil a été présenté ont souhaité partir en visite avec, parce que ça permet aux parents, justement, qui se trouvent en situation de médiation, d'expliquer certaines notions. Ça facilite vraiment les choses, et effectivement ces pictos, ces dessins facilitent l'accessibilité de certains contenus. Après, concernant les publics en situation de handicap cognitif, il me semble que le FALC a été prêté à quelques groupes qui venaient avec des adultes déficients visuels, qui visiblement, enfin, je regarde Audrey qui a l'air d'opiner du chef, mais qui visiblement ont fait part de leur satisfaction quant à l'utilisation de cet outil, aussi parce que eux le connaissent. Savent ce que c'est qu'un livret FALC. Donc l'entrée dans cet outil a l'air d'être assez simple. Et nous, on se dit que c'est aussi un outil qu'on va pouvoir mettre à disposition de ces groupes en amont de la visite. Enfin, il est déjà accessible sur notre site internet en téléchargement, mais pour la préparation d'une visite, que ce soit pour le public directement concerné ou peut-être pour des groupes scolaires aussi, je pense que ça peut faciliter la préparation de la venue. Et Arnaud Pocris, tout à l'heure, mais gardez le micro Marion, évoquait les visites et la médiation inclusive, c'est-à-dire que ces visites qui sont proposées à des publics très variés, valides comme non valides, avec certains handicaps. Ça, c'est la tendance que vous allez conserver désormais au musée de Gergovie. C'est fini la visite dédiée aux déficients visuels, par exemple ? Alors, c'est pas fini, puisque certains groupes en situation de handicap visuel, par exemple, nous demandent des visites spécifiques auxquelles on répondra avec plaisir. On a un travail, là, nous aussi, en tant que médiateurs de développement de ces visites guidées spécifiques. L'expérience dont Arnaud a parlé tout à l'heure, la visite les yeux bandés pour le public, on va dire, classique, et l'échange qu'on a eu avec les personnes bénévoles d'Accessence nous a permis de comprendre qu'on avait d'autres outils, enfin on s'en doutait, mais à développer, notamment sur le volet tactile pour agrémenter ces visites-là. Néanmoins, des expériences comme celle de Sens Caché, qui, pour la première expérimentation qu'on a faite, mêlait les publics, enfin, on souhaiterait vraiment pouvoir la reconduire. Après, il faut voir comment matériellement on peut mobiliser public classique et public mal et non-voyant à chaque fois. Là, je pense qu'on a un travail de communication, nous, à faire, et aussi un travail d'adaptation. On ne fera peut-être pas la chose exactement de la même manière que lors de cette première expérience. Néanmoins, c'était tellement enthousiasmant que... oui, je crois qu'on va aller dans cette direction-là. Est-ce que votre voisin Thomas Floro, ça vous dirait de participer à une visite comme ça, les yeux bandés ? Ça serait avec plaisir qu'on le ferait. Et donc nous avons eu la chance de former une partie des équipes justement au musée de Gergovie. Avec Bonjour World. Avec Bonjour World sur la partie langue. Alors il y avait la langue, il y avait de l'anglais, mais il y avait aussi la langue des signes. Et nous souhaitons justement, avec l'ensemble de nos équipes, venir au musée de Gergovie, d'ailleurs avec nos enfants aussi, parce que nous n'y sommes pas encore venus. Donc on aurait plaisir à le faire. Et souvent on se rend compte que la langue des signes, nous qui est... on pourrait penser que c'est une langue minoritaire. Alors je parle bien d'une langue, c'est pas un langage. Et ça représente chez nous quelque chose de très important. On a la chance de former des publics à travers la France, par exemple sur la mairie de Paris, sur également donc Radio France ou le ministère de l'écologie. Et donc nous avons plaisir à pouvoir, notre mission c'est de rendre la langue des signes accessible à tous. Et je crois que c'est important dans le cadre de la culture, pour avoir ce droit à la culture. Tout le monde doit y avoir accès. Et ce qui est important, c'est l'accompagnement des équipes pour être en capacité de faire grandir les talents et de pouvoir accompagner cette mixité des publics. Moi, me semble vraiment primordial et de faire cohabiter l'ensemble des publics. C'est ça la vie. Donc, c'est important d'accompagner parce que pour improviser, quand on a différents publics devant soi, l'improvisation, ça se travaille. Et donc, on est là pas pour faire travailler, mais pour faire grandir les talents
auprès des équipes et on a eu la chance de le faire auprès du musée de Gergovie. Donc pour répondre à votre question, oui, on va venir pour maintenant voir et toucher le travail qui a été réalisé. Oui, Arnaud Pocris, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qui nous apparaît maintenant clairement, c'est que, bon, d'abord, il y a effectivement d'un côté le public groupe qui peut venir par l'intermédiaire d'une association et où on a une majorité de public en situation de handicap. Et puis, il y a aussi tout le public qui vient en famille ou accompagné. Et c'est vrai que ce qui nous semble important et à mettre en valeur, c'est le partage d'expériences. Donc forcément, les outils qui sont mis à disposition des non-voyants ou des malentendants doivent pouvoir aussi servir aux accompagnants de manière à ce que, on ne peut pas imaginer que les accompagnants fassent leur visite de leur côté et les personnes en situation de handicap de l'autre. Donc il faut qu'ils puissent partager et forcément ça change un petit peu la manière d'envisager les choses. Alors, je vais m'adresser peut-être maintenant à Nathalie Minck, chef de service à l'URAPEDA, donc pour l'insertion et l'autonomie des personnes sourdes et malentendantes. Qu'est-ce qui existe alors comme outil pour les personnes sourdes et malentendantes? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent dans les musées ou les sites touristiques? Oui, excuse-moi. Bonjour. Donc effectivement, ce qu'on met le plus à disposition, c'est de l'interprétation en langue des signes française ou de la traduction en langue des signes française. Là, par exemple, vous avez un modèle d'interprétation en langue des signes par Lise et Christelle. Nous avons travaillé sur des outils et également pour le musée de Gergovie. Donc c'était le dernier petit point que M. Pocris n'a pas eu le temps d'évoquer sur vous allez pouvoir rattraper les futures vidéos accessibles en langue des signes française. Oui. Donc effectivement, elles sont terminées, certainement maintenant à développer au niveau du musée. Donc voilà, c'est une accessibilité pour les personnes sourdes, la langue des signes bien évidemment. Après, quand on parle aussi des personnes malentendantes, il n'y a pas que la langue des signes, il y a aussi l'accessibilité visuelle essentiellement. Il faut penser à la signalétique, il faut penser au parcours, aux descriptions visuelles qui doivent être importantes dans la présentation quand on est guide ou quand on est... voilà, il ne faut pas hésiter à montrer, à expliquer l'origine à travers des images, à travers des photos, à travers la parole et le texte oral doit sans cesse être appuyé du support visuel. C'est très important pour les personnes sourdes. Parce que parmi les personnes sourdes ou malentendantes, combien en pourcentage parlent la langue des signes? C'est peut-être pas la majorité? À la louche. Non, alors à la louche. C'est compliqué parce que les statistiques sont toujours difficiles à trouver, mais on parle quand même d'un pourcentage peut-être de 10% de personnes qui parleraient la langue des signes. Après, c'est vrai que quand on parle de personnes sourdes, malentendantes, c'est très différent. Il faut penser communication. Il faut effectivement penser que la communication, elle doit être optimisée quoi qu'il arrive. Donc ensuite, si c'est la langue des signes, ça peut être aussi la lecture labiale, comme l'a dit Madame Ramry tout à l'heure. C'est pour ça que je parle, moi, d'un ensemble de visuels, de LPC, de communication au sens large. Bien sûr, toujours interroger les personnes sur ce qui est le plus confortable pour elles. Oui. Mais à partir du moment où on pense dès le départ et qu'on pense accessibilité universelle, ce qui est bon pour les uns est bon pour les autres. Le FALC peut être un outil tout à fait adapté pour des personnes sourdes. Voilà, c'est très large en fait. Mais Oui. il faut... Et il y a aussi ces fameuses boucles magnétiques. Oui. Vraiment. Alors, je ne suis pas technicienne. Non. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Non. Non. Effectivement, vous avez raison. Ouais. Donc, il y a des lieux, comme ici, certainement que cette salle qui est récente doit être équipée d'une boucle magnétique. Donc, les personnes malentendantes qui sont appareillées ont une fonction sur leur appareil auditif qu'ils ont à activer quand ils entrent dans une salle comme celle-ci. Quand moi, je parle dans le micro, il y a donc dans les murs un fil de cuivre qui dès le départ est installé. Et donc, par induction magnétique, grâce à l'appareil auditif à l'intérieur duquel il y a un aimant. Alors, vous dire techniquement comment ça se passe, je ne vais pas m'aventurer, mais en tout cas, système de vibration, de son, qui fait que
quand je parle, le son va directement dans l'appareil auditif de la personne. Ouais. Et ça, c'est important parce que tous ces lieux culturels, de conférences, de concerts, doivent être accessibles, doivent permettre à tous d'être accessibles. Et donc, pour les personnes malentendantes, c'est la boucle magnétique qui est l'équipement de base pour ces lieux-là. Et après, on est d'accord, la technologie, comme disait Olivier Paradis, le président là en introduction, la technologie, les outils ne remplacent jamais l'accompagnement humain. Il faut quand même qu'il y ait voilà, des personnes, si possible, formées ou sensibilisées. Bien entendu. Ouais. Alors après, bien sûr que les personnes, les gens nous demandent tout le temps comment faire, qu'est-ce que je dois faire pour communiquer, pour voilà. Donc nous, bien sûr qu'on préconise, on sensibilise, on explique les choses, on forme les personnes qui le souhaitent à justement adapter la bonne pratique, la bonne communication avec les personnes. C'est important, et évidemment que l'humain est important, que ce soit en termes d'accompagnement ou d'interprétation. Et puis je voudrais juste rajouter aussi que quand on parle d'interprétation en langue des signes ou de traduction en langue des signes, c'est un gros travail aussi de préparation. Et c'est vrai que je pense que Madame Ramry en est témoin, c'est des allers-retours en permanence entre les interprètes et les personnes, les commanditaires, si je puis dire, parce que l'interprète, il n'arrive pas comme ça avec tiens, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je traduis, je bouge mes bras et je repars. Non, il y a vraiment, Oui. il y a vraiment un travail de préparation. Il faut bien les bouger, ça c'est sûr, elles le font bien, mais en tout cas, il y a vraiment un travail de préparation en amont parce qu'elles s'imprègnent de ce qui va être dit. Elles réfléchissent quand même à ce qu'elles vont dire, et puis il faut traduire du sens, il faut être quand même assez. Elles sont pas calées sur tout, donc elles sont pas censées connaître toutes les matières et tout. Donc elles le travaillent en amont. Et quand on parle de traduction de vidéos en langue des signes, eh bien, ça passe par des visites sur site, ça passe par des échanges avec les commanditaires, avec les partenaires qui coordonnent tout ça. Donc voilà, donc c'est quand même un gros travail, et mais qui au final, je pense, est un beau travail. Voilà, donc j'espère qu'on aura les retours des personnes sourdes pour la maison de Gergovie, le musée, pardon. Sandrine, vous vouliez ajouter quelque chose, et puis après on va vous laisser la parole. Peut-être vous avez des questions, des témoignages, ou peut-être vous êtes confronté à telle ou telle problématique. Là, vous aurez probablement des réponses. Oui, je voulais rajouter une chose juste sur la LSF. En tout cas, effectivement, nous, comme on s'occupe des musées, enfin de tout site qui accueille du public, les sujets sont très variés. Donc effectivement, c'est un gros travail de préparation pour les interprètes. Je voulais parler aussi des boucles magnétiques, dans le sens où souvent la loi en fait s'arrête à cet étage-là, vous impose pour toute structure, établissement recevant du public, il vous faut une boucle magnétique. C'est très bien, mais si vous arrêtez à ça, vous avez bon nombre de personnes sourdes et malentendantes qui n'arriveront pas, enfin qui vont avoir des difficultés pour communiquer. Donc pensez effectivement en langue des signes et langue parlée complétée par exemple. Et je voulais aussi insister sur le fait que les agents à l'accueil doivent être au courant de tous ces moyens de communication. Parce que l'une des choses que l'on apprend en formation, c'est monsieur, madame, vous venez nous voir, très bien. Comment vous communiquez? Comment je dois communiquer avec vous? Et donc il faut que les personnes à l'accueil soient au courant de toutes ces façons de communiquer pour établir justement un bon dialogue dès le départ. Est-ce qu'on fait la promotion de ces outils? Et est-ce qu'on a un début d'idée sur l'impact que produisent tous ces nouveaux outils? Est-ce qu'on constate, par exemple, une progression du nombre de personnes concernées dans les visites, ou est-ce qu'on ne sait pas encore? Alors, on va peut-être garder la première question pour la troisième table ronde qui est consacrée à comment on communique et comment on informe le public de ce qui est mis en place. Et on garde votre deuxième. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer... Eh bien non, à Gergovie, vous venez d'ouvrir, alors... Vous ne savez pas encore. Alors on n'a pas du tout de recul, effectivement, pour l'instant. Oui. Non, juste une chose justement sur l'aspect technique. En fait, on se retrouve aujourd'hui avec pas mal d'outils différents qui font appel à la vidéo, qui font appel à l'audio, etc., ou au dessin. Et on est un musée très technologique déjà à la base, avec énormément de numérique. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir rendre accessible ça dans le musée directement, eh bien,
voilà, on va passer là par une étude technique importante avec un audit finalement de l'existant et des propositions qu'on va demander justement sur le matériel le plus adapté à ce dont on dispose aujourd'hui et à nos différents publics. Mais c'est vrai que oui, on espère que par ce biais-là, qu'on va évidemment communiquer largement sur l'existence de ces outils, que effectivement le musée sera davantage fréquenté par ces personnes-là. Oui. Monsieur Floreau. Et juste pour rebondir sur les outils, alors je le passe par la case de la formation. Nous sommes en transition numérique et écologique, et donc là aussi, il y a un besoin d'accompagnement parce que les outils sont là. On espère que justement, ça permettra d'avoir plus de public, mais là aussi, il faut former. Et la formation ou la mise en place de certains outils ont des coûts. On a la chance en France d'avoir un État qui accompagne justement cette transition numérique et la transition pour accéder à un maximum de public dans les musées ou à la culture. Et donc il y a un dispositif qui s'appelle le FNE Formation, donc pour les personnes qui sont ici en entreprise, et qui permettent de prendre en charge à 100% par le biais de subventions d'État, eh bien la formation en langue des signes, ou la formation en numérique, ou la formation pour s'adapter au numérique auprès d'un grand public. Donc ce dispositif, alors je fais un petit peu caisse auprès de l'État, mais c'est des mesures qui sont en place et qui prennent en charge 100% des coûts des formations pour les personnes qui sont ici en entreprise et qui sont, l'ensemble des personnes qui sont ici ont également leur centre de formation. C'est disponible, donc voilà, faisons grandir les talents pour que chacun puisse avoir le droit à la culture. Et ces aides, elles sont là, donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais chacun de nous est là pour justement aider cette partie administrative, pour qu'on se concentre, pour que, madame, les outils puissent faire venir plus de public. Merci. Une autre question, je crois, au milieu de la salle tout à l'heure. Madame, on va vous faire passer le micro. Bonjour à tous, donc je suis la présidente de l'Urapeda et c'était pas vraiment une question, c'était juste une remarque. Depuis des années que l'on travaille avec Braille et Culture, maintenant Accessence, c'est un constat, c'est qu'au début on a du mal à faire accepter les surcoûts et en fait c'est pas un surcoût, c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important de se rendre compte de ça, parce qu'au final, quand ça sera devenu automatique, qu'il faudra plus batailler pour y arriver, eh bien, la société verra que ça profite à tous, ça profite aux enfants, ça profite aux personnes âgées, ça profite même aux adultes. Moi, j'avoue que le musée de Gergovie m'a beaucoup plu par sa scénographie et tout ce qui était visuel, parce que mes petits-enfants s'y sont reconnus aussi, même s'ils ne sont pas sourds comme ma fille. Donc voilà, c'était ce témoignage-là que je voulais apporter. Et puis aussi beaucoup communiquer sur ce qui est fait et sur ce qui est disponible. Ça, c'est très important aussi. Oui, ça, ce sera vraiment le thème de la troisième table voilà. ronde. Et puis, je renchéris sur le fait que c'est pas parce qu'on a un outil qu'on est accessible. C'est parce qu'on a l'outil et qu'on l'utilise bien. Oui. Un autre témoignage ou question dans la salle? Oui, Madame Barnier, je crois. On a une sprinteuse dans la salle en plus. Bonjour Merci. à tous. Oui, je suis Marianne Barnier, donc je suis très heureuse aussi de vous recevoir à Riom. Nous nous verrons cet après-midi à la Sainte-Chapelle. Et moi, c'est un témoignage que je peux apporter, puisque depuis des années, nous travaillons avec Braille et Culture, puisque vous allez voir cet après-midi la première maquette qui a été réalisée en collaboration, qui est la maquette de la Sainte-Chapelle. Donc, lors de l'inauguration, il y avait toutes les personnes qu'a citées Olivier, bien sûr, Christiane Aubert, Madame Demey, et la délicieuse Madame Chapoutot, dont on garde un souvenir ému.
Et vous toucherez aussi cet après-midi les dernières maquettes qui ont été réalisées, ce sont celles des jardins de la culture. Et je crois qu'on a sélectionné plus particulièrement le plan du jardin et également le bâtiment ancien. Donc à Riom, enfin sur le territoire de Riom-Limagne-Volcan, nous avons aujourd'hui une collection de maquettes tactiles tout à fait importante. Et c'est certainement cette collection que je serais fière de laisser derrière moi. Mais je me rends compte que il est vrai que l'objectif a été de créer cette collection. Et nous avons des conférenciers qui sont formés. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'extension du Pays d'art et d'histoire, eh bien, nous nous rendons compte que cette collection elle est difficile à faire vivre. Parce que les maquettes sont réparties dans les bâtiments qu'elles représentent. Et c'était à l'origine la philosophie qu'on avait mis au point. Et je me rends compte que eh bien, la formation des guides conférenciers, la communication, tous ces nouveaux outils, effectivement, qui s'adressent à d'autres publics, eh bien, permettent d'avoir ces visites inclusives qu'on a toujours prônées. Voilà, puisque nos outils nous servent toute l'année avec toutes sortes de publics. Et nous avons bien sûr réalisé des visites avec des publics non-voyants qui se retrouvaient avec un groupe de voyants et les choses se passaient très très bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous faut travailler davantage dans le cadre de la formation de nos personnels et d'arriver à faire vivre ces outils qu'on a aujourd'hui. Oui, message très important. Oui. Merci Marianne Barnier, qu'on retrouve donc cet après-midi dans les ateliers. Elle a fait un petit teasing en même temps. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième table ronde. On passe à la deuxième ? Vous êtes d'accord ? Et puis on fera une petite pause de 5-10 minutes après la deuxième, entre la deuxième et la troisième. Eh bien, on peut applaudir nos intervenants. Donc, c'était Sandrine Ramery, Arnaud Pocris, Nathalie Mahinck, Thomas Floreau, Mélanie Mercier et Marion Chastain.